Changing New York. Donc c'est sur des vues saisissantes de New York. En fait, elle a été très impressionnée par les changements qui sont intervenus à New York depuis le début des années 20, quand elle avait quitté la ville. Et sûrement, elle est inspirée aussi par le travail d'Alger, et elle photographie les changements rapides de la ville. Donc on va passer à l'image suivante. Donc ça vous dit peut-être quelque chose, ce bâtiment, on l'a vu tout à l'heure, c'est toujours le Flatiron Building. Donc ça c'est une photo de 1934. Je vous ai remis ici l'image de Stiglitz, juste pour faire une petite comparaison. Bon, alors c'est sûr que c'est pas la même époque, là on est en 1902, là on est en 1934, mais quand même quoi, pour voir voilà, une comparaison entre la vision pictorialiste et puis une vision réaliste, on va dire. Bérénice Abbott, elle fait le portrait d'une grande ville. C'est un travail documentaire qu'elle fait avec une chambre photographique 18-24, donc un appareil de grand format. Elle photographie une New York qui en transformation, voilà, qui change. C'est Manhattan vu du pied ou du haut des gratte-ciel, parfois mi-hauteur. Bon, là, on peut voir que ça c'est son cadrage, hein, donc c'est un cadrage plutôt audacieux et qui montre là vraiment la verticalité de cette métropole qu'elle photographie. Elle dit une chose, elle dit le rythme de la métropole. Alors peut-être, d'ailleurs, je vais vous lire cette petite citation sur cette image sur laquelle on est passé un peu vite. Elle dit « Le rythme de la métropole n'est ni celui de l'éternité, ni du temps qui passe, mais de l'instant qui disparaît. C'est ce qui confère à son enregistrement une valeur documentaire autant qu'artistique. » Donc ce qu'on peut dire dans ces photographies-là, c'est que vraiment, elle analyse chaque élément qu'elle veut intégrer dans son image. C'est avec le choix du meilleur moment pour la prise de vue. Il va falloir accéder au point de vue. Enfin, vous avez vu certaines images, je ne sais pas si vous vous rappelez de la première, qui est une vue prise du haut d'un glacial, où on voit un paquebot dans le fond. C'est Battery Park, enfin, le sud de Manhattan. Parce qu'il faut aussi avoir des autorisations pour accéder à ces endroits-là. Il faut que la lumière soit bonne. Enfin bon, c'est un projet monumental en réalité, comme ça, quand on voit les images, on a l'impression que c'est facile, mais elle y a passé 10 ans. Donc parfois une image peut lui prendre des jours ou des semaines. Donc là, cette photo, c'est une de ces photos célèbres de New York, ça s'appelle Night View, vue de nuit. C'est une photo qui est prise de l'Empire State Building, donc qu'on avait laissé en construction un an auparavant avec Lewis Hine. Là, la photo date de 1932. Et alors, elle a expliqué qu'en fait, cette photo, elle avait réalisé qu'elle pouvait la prendre, elle voulait la prendre le 21 décembre, parce que je pense que 21 décembre, la nuit est arrivée très vite, et puis enfin tôt, puisqu'après, elle ne pouvait plus avoir accès, en fait, à l'Empire State, et elle n'avait qu'une heure pour faire sa prise de vue, entre 16h30 et 17h30. Voilà, ce que je vais juste vous dire d'elle, c'est qu'à partir de 35, elle va enseigner la photographie, et puis qu'elle n'a pas fait que ce projet, bien sûr, et qu'elle a aussi... elle a fait beaucoup de portraits, mais qu'elle ne considérait pas vraiment comme des projets photographiques, c'était plus une manière pour elle de gagner sa vie. Et ensuite, elle va se lancer dans la photographie scientifique, voilà. Et puis là, oui, alors voilà, une dernière image de Bérénice Abbott, qui montre vraiment la modernité, là, je trouve, de la ville, avec c'est cette autoroute, les usines au fond. C'est pas sans rappeler les maquettes de Métropolis, je trouve. Voilà. Et donc là, je vais maintenant vous parler d'un photographe contemporain de Bérénice Abbott, un immense photographe. Il s'agit de Walker Evans. Bon, là, ça va être un peu le challenge, parce qu'il va falloir en parler en 10-15 minutes, mais en tout cas, là on a une photo de lui qui date de la période où il a travaillé pour la FSA, la Farm Security Administration. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient la semaine dernière, mais Christophe Pilot
avait évoqué cette époque. C'est vrai que quand on pense à Walker Evans, peut-être ce qui vient à l'esprit, c'est ce travail-là qu'il a fait entre 1935 et 1938. Donc pour cette administration, la FSA, qui a été une structure qui a été créée dans le cadre du New Deal. Donc il s'agissait d'envoyer des photographes documenter les ravages de la dépression sur le territoire américain. Donc ils ont sillonné les États-Unis, ces photographes-là, et bon, c'était notamment dans les petites villes et puis les campagnes. Et l'objet, c'était d'inciter l'opinion publique à soutenir l'action du gouvernement. Alors ici sur cette photo, on voit donc ça a été pris en Alabama en 1935. C'est la photo d'une famille de paysans. Mais en fait, la production photographique d'Evans, elle excède largement ce cadre. On va faire un peu vite parce que c'est très compliqué de parler rapidement de Walker Evans, mais on peut dire qu'il a photographié le territoire et la civilisation américaine, et quand même avec une grande prédilection pour les villes. Mais c'est un photographe qui s'est aussi beaucoup interrogé sur la photographie elle-même. Alors, on peut poser une question, que sa photographie, elle est documentaire? Alors, lui c'est ce qu'il dit. Lui, voilà ce qu'il dit. Il dit que la photographie, elle est à la fois un document et une œuvre esthétique, et qu'elle est un style documentaire. Donc il y a une ambiguïté, en fait, quoi, là. La photographie, elle est un document, mais bon, elle est aussi une œuvre. Il dit aussi autre chose, il dit un document sert toujours à quelque chose, et c'est là peut-être où est l'ambiguïté. Il dit un document sert toujours à quelque chose, l'art, lui, ne sert à rien. L'art n'est donc jamais un document, même s'il en adopte parfois le style. Donc voilà, débrouillez-vous avec ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour Walker Evans, le document photographique, c'est à la fois une trace du réel, mais c'est aussi un objet esthétique par la volonté quand même d'art du photographe. Vous aurez peut-être déjà compris qu'il s'oppose à Stiglitz. En tout cas, Walker Evans, c'est quelqu'un qui conservera une grande indépendance tout au long de sa vie. Que ce soit d'ailleurs à la FSA, donc il travaille sous l'égide de Roy Stryker, avec qui il est vraiment en opposition, parce que Stryker, lui, ce qu'il veut, c'est que ses photographes ramènent des images de propagande. Et Evans, il est très clair, il dit moi je ne veux pas faire d'images de propagande, moi je fais des documents. Et sur son contrat, il a une très grande liberté en fait, il a négocié un contrat qui lui laisse une très grande liberté de manœuvre. Mais il se fera virer à la fin par Stryker parce qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi. Voilà. Avant qu'on regarde une sélection en fait d'images extraites de quelques séries là, de Walker Evans, je vais vous livrer quelques éléments sur lui. En fait, lui, il voulait être écrivain, mais il va y renoncer parce qu'il pensait qu'il n'était pas en capacité d'être au niveau littéraire des plus grands. Quand il a une vingtaine d'années, alors c'est en 26-27, c'est au moment où Adjet meurt, il va séjourner 6 mois à Paris. Et là, il va s'imprégner de la littérature française, il va aussi se balader, faire l'expérience du flâneur, de l'observateur, comme ça, dans la rue. Alors, je vous disais donc que c'est les dernières années de la vie d'Adjet, c'est à ce moment-là. Mais Evans, il ne connaît pas du tout l'œuvre d'Adjet à ce moment-là. Il ne prendra connaissance du travail du français que dans les années 30 aux États-Unis par l'intermédiaire de Abbott. Alors Evans, donc je vous disais qu'il est venu s'imprégner de littérature française, il suit des cours à la Sorbonne, il se balade dans la rue, et il dira plus tard, en parlant de cette photographie, Flaubert m'a fourni une méthode, Baudelaire un esprit. Ils m'ont influencé pour tout. Donc en fait, de Flaubert, il va prendre une méthodologie stricte, une forme de discipline. Et en photographie, ça va se traduire par le réalisme, l'objectivité de traitement dans ces images, et puis aussi, quelque part, le fait que l'auteur des photographies n'apparaisse pas dans l'image. Voilà.
Et là, on va passer une première image. Donc ça, c'est et justement, je voulais parler maintenant de Baudelaire, parce que donc, en ce qui concerne Baudelaire, Walker Evans se considère comme son fils spirituel. C'est-à-dire que l'artiste se doit de vivre avec son temps, et il doit prendre son inspiration dans la rue, et pas dans les musées. Donc là c'est une première image d'une série faite à New York en 1929-1930. Donc Evans photographie les rues de New York. Donc je sais pas, je pense qu'on peut dire que ça correspond à l'esthétique moderniste dont Baudelaire lui a fourni les clés. C'est un peu aussi l'archétype de la photographie de rue. En fait, Walker Evans, il explore la métropole, il travaille avec un appareil de petit format, 35 mm. Donc c'est un appareil qui permet la mobilité, la rapidité, aussi une liberté dans les cadrages. Comme on peut le voir là, il saisit comme ça une action en mouvement. Dans ces images-là, on voit le quotidien, c'est le spectacle de la rue, c'est aussi la société de consommation et de plaisir, avec la présence là de l'automobile. Et le spectacle de la rue, il peut être aussi teinté de surréalisme, comme on le voit là. Alors, maintenant, on va passer à un autre projet mené par Walker Evans. Alors ça, c'est entre les années 31 33. Il va entamer, alors c'est des photos de l'architecture victorienne aux alentours de Boston, en fait, dans Massachusetts. Donc il entame un relevé photographique de ces demeures victoriennes dans le nord-est des États-Unis. Et alors là, vous voyez peut-être déjà qu'il y a un sacré changement de point de vue, quoi. Donc là, il a fait le choix d'utiliser un autre type d'appareil, qui est une chambre grand format, qu'il estime plus adaptée à ce type de photographie, parce que la chambre photographique, elle implique une stabilité. On la pose sur un pied, c'est un peu lourd, alors on la pose sur un pied. Et puis le point de vue devient sans doute du coup un petit peu plus frontal, parce que c'est moins mobile qu'un petit appareil photo. Et l'utilisation de ce type de matériel, ça permet aussi d'avoir une plus grande définition de l'image, donc une lisibilité beaucoup plus importante du sujet dans tous ses détails. Et pour l'architecture, c'est un peu mieux. Voilà. Alors, il photographie aussi des détails à l'architecture. Là, c'est une pompe, voilà, dans le Maine. Alors, on va passer à une autre image. Voilà, bon, ça c'est aussi une maison de la Nouvelle-Angleterre, en fait, aux États-Unis. On revient. Non. Ce qu'on peut dire, c'est que Walker Evans, en fait, il va photographier le monde tel qu'il est en face de lui. Bon, là, par exemple, il y a un gros plan. Vous voyez, il y a un premier plan là à gauche. Il n'enlève pas ce qui est devant lui. Je veux dire, il ne va pas aller essayer. Je sais pas, il a pas fait intervenir un jardinier pour couper ce buisson qui pourrait gêner d'autres photographes, quoi. Donc ça c'est un petit peu plus tard, là on est en 1935, de la même façon il va photographier l'architecture vernaculaire du sud colonial, enfin l'architecture coloniale plutôt, pardon, du sud des États-Unis. Bon là c'est une plantation de style néoclassique et il montre le délabrement de ces endroits. Là aussi il photographie à une époque des objets, des architectures, des choses qui sont en train de disparaître ou qui vont disparaître puisque l'Amérique subit de grandes transformations. On va passer maintenant à la photo suivante. Donc c'est toujours un peu le même principe, aller photographier en fait un patrimoine architectural qui est appelé à disparaître. Donc là il s'agit d'églises du sud des États-Unis, ce sont des églises en bois. Cette photo elle date de 1936. Et en fait là il les photographie vraiment avec un systématisme. Il y a une approche sérielle, très frontale. Je suis désolée, je voulais vous montrer une photo, mais bon, parce qu'en fait, cette approche frontale,
ça sera celle aussi des époux Becher, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Becher, qui sont des Allemands qui ont enseigné à Düsseldorf, qui ont fondé d'ailleurs une école de photographie qui s'appelle l'école de Düsseldorf. Et les Becher, eux, ils vont photographier, mais ça va être dans les années 70 et 80, le patrimoine industriel, donc les hauts fourneaux, mais bon, en Allemagne, mais aussi des châteaux d'eau, en tout cas un patrimoine qui allait être voué à disparaître, et avec un protocole encore plus poussé, mais qui est celui-là, quoi, de photographie frontale, en noir et blanc, avec une lumière beaucoup plus neutre que sur les images de Walker Evans. Alors, Walker Evans, il a aussi photographié les villes industrielles et minières. Donc ça, c'est dans le cadre de son travail pour la FSA. Mais ce sont aussi des images qu'il fait pour lui, parce que ça, c'est un peu sa caractéristique. Même quand il a des commandes, lui, il fait des images aussi pour lui. Donc là, on voit une photo d'une ville qui s'appelle Bethléem, donc avec un cimetière en premier plan. Photo qui est très construite, je vous laisse la regarder. À moins que Fred veuille dire un mot, je sais pas. On n'a pas beaucoup de temps, ouais. Donc... Tu me surprends un peu, mais non, effectivement, il y a beaucoup d'informations dans ces images, et comme tu l'avais suggéré tout à l'heure, Walker Evans travaille sur des plans très très différents. Donc on a cette croix au premier plan, et puis on a des choses très très différentes qui s'ajoutent. La maison juste derrière, avec une activité industrielle encore derrière, et puis la ville en arrière-plan, avec une sorte d'hétérogénéité, mais qui est tout à fait maîtrisée. Voilà, donc en fait, c'est un peu le nouveau paysage américain et son encombrement. Et il y a aussi une forme de désordre visuel. Donc là, une photo de 1935, où là aussi il prend en compte les premiers plans qui encombrent l'image. C'est quand même assez culotté, quoi, d'aller laisser un poteau comme ça qui va aller encombrer quasiment au moins un tiers de l'image. Ce qui est caractéristique aussi, c'est que on voit les signes, tous les signes visuels, les signes de la publicité ou les signes urbains. Alors les signes visuels et les graffitis, en fait, ils emplissent l'œuvre de Walker Evans. Il a fait des images d'images, quoi, beaucoup d'images, donc publicitaires et cinématographiques. En fait, c'est un peu comme s'il s'appropriait là des images qui ne sont pas les siennes, puisque cette affiche, elle a été conçue par quelqu'un, et puis lui, il la photographie. Bon, cela dit, on voit qu'il photographie aussi sa disparition, puisqu'elle est déchirée, elle est éphémère, c'est cette image-là. Donc ça parle aussi quand il fait ça, il parle du statut utilitaire et puis aussi précaire de l'image de consommation. Dans cette image de consommation qui n'est pas forcément très riche en sens, mais qui a une richesse poétique. Et que peut-être par la prise de vue de Walker Evans, elles vont justement échapper à ce statut utilitaire et puis prendre un autre sens, quoi. On va passer, alors voilà, c'est la photographie de la couverture du livre American Photographs, donc qui date de 1938. Je voulais vous montrer cette couverture de livre parce que c'est un livre très important. Je vous encourage à regarder si vous ne le connaissez pas. Donc c'était, comme je l'ai publié en 1938, et c'est une somme des photographies qui ont été prises depuis 10 ans. On peut dire que c'est sans doute le premier livre de photographie moderne. C'est à la fois une sociologie de l'Amérique moderne, mais aussi un objet esthétique. Walker Evans, il a conçu son livre de A à Z, y compris à la couverture, le choix des couleurs, la typographie. Il a organisé ses photos en fait en deux parties. Donc la première partie du livre, c'est le portrait de l'homme, et la deuxième partie, ce sera le portrait de l'environnement américain.
Et ce livre, c'est aussi une... Enfin, oui, en tout cas, il a fait appel à un ami, à lui, qui est un intellectuel, qui s'appelle Lincoln Kirstein, et qui aura beaucoup influé aussi Evans. Enfin, ça a vraiment été une amitié, une collaboration très fructueuse, et Kirstein écrira un essai qui sera inséré à la fin de ce livre-là. Evans, il a fait un autre livre qui est très célèbre aussi, que je n'ai pas scanné. Donc c'est un livre qu'il a fait en collaboration avec un écrivain américain qui s'appelle James Agee. Et le titre du livre, c'est Let Us Now Praise Famous Men. Alors en français, louons maintenant les grands hommes. C'est un livre qui date de 1941 et qui parle du drame économique et humain de la dépression en Alabama. Donc les photos sont insérées au tout début du livre, d'un seul bloc, sous la forme d'un portfolio. Et la particularité de ce livre, c'est que le texte et les photographies sont complémentaires. L'un ne prend pas le pas sur l'autre. Donc il y a un texte assez lyrique de James Agee. Donc au lyrisme de ce texte répond la rigueur documentaire des photographies. Bon, il a été réédité, ce livre, c'est pareil, si vous avez l'occasion. Je jette un œil dessus, mais même sans lire, je trouve que c'est intéressant de le fouiller, de regarder sa mise en page. Alors nous allons maintenant passer à un autre projet de Walker Evans. J'en suis la chronologie. Hein. Là, on est en 38, entre 38 et 41. Donc il a fait des photographies. Il a fait une série de portraits anonymes dans le métro de New York. Donc avec un appareil photo que lui cache sous sa veste et qui relie un déclencheur qui passe par sa manche et il déclenche comme ça son appareil photo jugé. Donc l'anonymat, alors c'est l'anonymat des personnes photographiées, mais c'est aussi du coup l'anonymat du photographe. Alors il s'est inspiré, alors c'est lui qui le dit, on va passer au suivant, il s'est inspiré d'une caricature de Daumier, c'est une peinture de Daumier de 1864 qui s'appelle Le wagon de 3e classe. Enfin voilà, ça c'était juste pour resituer un petit peu les choses. Mais ce projet de Walker Evans, il parle de l'anonymat, mais il s'apparente aussi, et ça c'est lui qui le dit, il y a une révolte contre le portrait de studio. Donc c'est une révolte contre les normes de ce genre photographique. Donc là il s'agit encore d'une révolte esthétique, quoi. Donc comme quoi il n'est pas que dans le documentaire, Walker Evans. Et Evans il dit une chose du portrait, il dit « Un portrait doit montrer le sujet tel qu'il est, sans préparation, de la même façon que dans mon style documentaire, je veux les choses telles qu'elles sont. » Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il ne croit pas du tout en la qualité du portrait dit psychologique, et il va au contraire la montrer la banalité de visages anonymes qui sont pris dans une forme de relâchement comme ça, parce que ces personnes-là ne savent pas qu'elles sont photographiées. Dans ces photos-là, il y a aussi l'idée de l'enregistrement pur. C'est-à-dire qu'il y a la disparition du photographe. L'opérateur photographe n'existe quasi plus, puisqu'il ne joue plus de rôle vraiment dans la prise de vue, il devient juste le déclencheur aléatoire. Donc là je reviens un peu à Flaubert, c'est là peut-être où aussi il est influencé par Flaubert, puisqu'il y a la disparition de la subjectivité de l'auteur n'apparaît pas. En tout cas en photographie, là, dans l'art, c'est une idée très en avance sur son temps. D'ailleurs Evans, il en a peut-être conscience parce qu'il va attendre 20 ans avant de montrer ses images. Bon, faut dire peut-être qu'il y avait une autre raison plus prosaïque, c'est qu'il était peut-être inquiet d'éventuelles poursuites judiciaires puisqu'il n'avait pas demandé l'autorisation des personnes qu'il avait photographiées là, dans le métro. Et donc ça c'est voilà, alors on va passer à encore une. Donc là on passe on est en 46, là on est à Chicago en fait, et c'est un projet qu'il a appelé Camera Exploration, enfin Chicago Camera Exploration, donc exploration photographique. Alors c'est un projet qui s'articule en 20 photographies, qui va être publié dans le magazine Fortune en 1947. Evans, il va collaborer avec ce magazine-là pendant 20 ans, de 45 à 65. Il va être un de leurs photographes attitrés et il a une grande liberté dans ses productions. Donc c'est ce qui lui permet aussi de diffuser son travail. Donc ce projet sur Chicago, il s'articule en 20 photos.
qui montre d'une part la décrépitude de la ville de Chicago. Alors ça j'ai pas mis l'image de ça, mais surtout en fait il fait une série de photos de passants dans un quartier commercial. Donc ce sont des photos qui sont prises à un même croisement à une heure de pointe, et là il a l'appareil format 6.6 sur la poitrine, et c'est pareil, il déclenche à intervalles réguliers comme ça. C'est un peu le même principe que les portraits du métro qu'on a vu précédemment, le métro New York. Donc il saisit sur le vif ses passants. Alors c'est surtout des femmes consommateurs. Lui il parle d'une satire de la femme qui fait ses achats dans toute son horreur. Il dit encore une autre chose, je crois qu'il était un peu misogyne, Evans, puis peut-être qu'aujourd'hui ça passerait beaucoup moins bien, ce genre de propos. Il dit aussi: ces images sont antiféministes, des femmes repoussantes, avec en tête uniquement des choses matérielles. Voilà. On va passer, voilà, donc je vous laisse regarder 2 secondes ces 2 autres images de cette même série. Et donc vous voyez que finalement la photographie d'Evans, elle participe aussi d'une réflexion au sujet, sur l'objet photographique. Voilà. Alors ici on voit une photo qui a été prise en 1936 et ça représente 221 petits portraits qui sont alignés comme ça dans la vitrine d'un photographe. Et c'est un peu comme une référence à l'histoire stéréotypée de l'histoire de la photographie de studio, quoi. Voilà. Écoutez, sur Evans, je vais m'arrêter là. Je regarde Gaël parce qu'il est presque 9h et j'aurais bien aimé terminer au moins sur Ouija. Si on a encore 10 minutes, voilà. Est-ce que 5-10 minutes. Alors, je passe tout ça, on en reparlera à la conférence suivante, du coup. Donc, j'arrive à Ouija. La ville, lui, il parle d'un aspect de la ville qui est, en fait, la présence aussi de la violence dans la ville. On est toujours à New York. Pardon. Donc on peut dire de Ouija, c'est l'archétype, il est né avec le XXe siècle, lui, 1899, on peut dire que c'est l'archétype du photographe de presse dans l'entre-deux-guerres. Il va photographier des faits divers tragiques, des crimes, des arrestations, des incendies, des accidents, des suicides. On peut aussi l'apparenter au privé, au détective privé qui est présent sur les lieux où certains citoyens ordinaires n'ont pas accès. Donc pendant 15 années, il va être un correspondant de journaux new-yorkais et il va passer ses nuits à attendre qu'il se passe quelque chose, donc souvent dans sa voiture, qu'on voit là. Il a équipé sa voiture en bureau mobile. Donc il a un appareil radio en cours qui est branché sur la fréquence de la police. Et ça lui permet d'arriver très rapidement sur le lieu d'un événement, et des fois même avant la police. Alors il dit une chose, il dit ma voiture est devenue mon domicile. C'était un coupé doté d'un très grand coffre, j'y mettais tout, un appareil de rechange, des boîtes d'ampoules pour le flash, des châssis porte-films déjà chargés, une machine à écrire, des bottes de pompiers, des boîtes à cigares, parce qu'il fume le cigare, du saucisson, du film infrarouge pour photographier dans l'obscurité, des uniformes, déguisements, sous-vêtements, chaussettes et chaussures. Je n'étais plus lié au téléscripteur du commissariat central, j'avais la liberté de mes mouvements, au lieu d'attendre que le crime vienne à moi, je pouvais aller le chercher. Je restais suspendu au message radio de la police, mon appareil photo était toute ma vie, mon amour, mon unique sésame. Enfin voilà, ça vous plante un peu le personnage. Donc voilà, avec sa radio qui est branchée sur la fréquence de la police, il peut arriver très vite. Donc là, il est arrivé, avant les autres reporters, même avant la police. Donc là on voit avant l'explosion de gaz et après. Voilà, là on est en 1940. Je vais parler un peu de la technique qu'il utilise, et je veux dire aussi de l'effet que ça a surtout sur l'image, parce que c'est ça qui est intéressant. Il utilise de flash, donc en fait le résultat c'est des sujets qui se détachent souvent sur un fond qui est vraiment très noir. Le flash est très fort, et puis ce flash il va renforcer les événements dramatiques que rapporte Ouija dans ses images. Ces photos sont très contrastées. Lui il appelle ça sa lumière à la Rembrandt. On peut dire aussi qu'au début des années 30, donc contexte de la Grande Dépression, il répond à une certaine forme une demande de voyeurisme de la part du public. Ces images elles vont aussi beaucoup inspirer le film noir parce qu'elles en contiennent beaucoup d'ingrédients.
Et il transforme finalement la réalité en une autre réalité. On peut dire que ces images, elles ressemblent peut-être plus à la réminiscence d'un cauchemar plutôt qu'au souvenir d'une expérience réelle. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elles fascinent autant le public. Bon, ces photos, elles sont légendées et datées, puisque c'est pour la presse. Et c'est le moment où la presse écrite est en pleine explosion, puisque c'est avant l'avènement de la télévision. Weegee, il n'hésite pas ça, c'est une photo qui s'appelle La Critique, du 22 novembre 1943. Et c'est une des photos de ses photos les plus célèbres. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit en fait le contraste entre des tenues de soirée très chic, des femmes qui portent ces tenues, c'est la guerre, donc c'est des périodes c'est des tenues un peu choquantes peut-être en période de guerre. Donc il y a deux femmes de la haute société, et puis le regard, il y a une femme à droite qui les regarde, avec un regard très désapprobateur en fait. Et c'est cette femme qui les regarde, on voit qu'elle est de conditions plus modestes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Weegee, il provoque parfois des situations. Et ce soir-là, il a demandé à son assistant de trouver dans un club une habituée, et il a fait boire, de la faire boire, et puis après de l'entraîner sur le chemin de femmes qui allaient à l'opéra. Et Weegee déclenche sa photo à ce moment-là, et puis la photo, elle fait la une de Life. Voilà. Alors ici, en fait, sur cette image, on voit des visages de deux femmes qui sont ravagées par l'insoutenable. Là, Weegee utilise le hors-champ, c'est-à-dire qu'il va aller faire la photo d'une femme qui ne quitte pas des yeux un immeuble, et c'est un immeuble où deux de ses enfants viennent de périr dans un incendie. Son sujet, c'est l'incendie, mais lui va choisir de montrer le visage de cette femme. Et finalement, en une seule photo, lui, il invente tout un récit. Chaque photo contient une histoire, en fait, comme ici. Donc là, on voit le titre d'un film, Joie de vivre, qui surplombe le spectacle d'un mort en pleine rue. Il y a comme une espèce de mélange entre le tragique et puis le dérisoire. Alors, on peut dire peut-être que c'est de l'humour grinçant, mais ça va plus loin que ça. Il a opéré des choix, là, Weegee. Il capte avec son appareil la corrélation entre des événements, donc les faits divers, et puis après leur contexte. On est aussi dans la société américaine, donc il y a, sur la photo de l'incendie, on voyait aussi, je sais plus, il y avait une pub, encore une, voilà. Simply add boiling water, ajoutez juste de l'eau bouillante. Voilà. C'est un peu le même genre de truc, quoi. Alors on va revenir à donc cette photo, la suivante. Donc photographie d'accident. On va passer aux deux suivantes parce qu'en fait, les photos Weegee, elles contiennent les prémices peut-être de quelque chose qui vont nourrir l'esthétique des artistes du pop art. Voilà. Et là, c'est une œuvre de Andy Warhol qui s'appelle Orange Disaster. Donc on peut dire que Weegee est photographe de presse, mais que finalement son travail là excède aussi ce cadre, et il a une véritable œuvre. Et bon, il parle donc de la traque de faits divers, la criminalité, etc. Mais il va parler aussi des conditions de vie des classes sociales et des injustices faites à la communauté noire. Là, on voit l'intérieur d'un cinéma, donc avec la barrière qui sépare les places réservées aux Noirs de celles réservées aux Blancs. C'est une photo qui date de 1941. Et la suivante, elle est intitulée, elle est de 1943, elle est intitulée « Les nègres puent ». Alors, les nègres puent, c'est en haut à droite, voilà. Ça, c'est l'inscription qui est sur le mur de cette maison. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'il y a aussi une inscription de la main de Weegee en bas de la photographie. Donc on voit qu'il s'intéresse vraiment à ces questions-là, où là il a écrit discrimination, white, black à droite, là, et on voit finalement, c'est la barrière, et peut-être c'est la référence à la barrière de cinéma, donc je sais pas, peut-être qu'il se dit je vais aller photographier ça, ou quelque chose comme ça. En tout cas, Weegee, quand il parle de ses photos, il dit
pas seulement celle-là, hein, je veux dire des images qu'il fait, il dit j'avais photographié, en faisant ces photos, j'avais photographié l'âme de la ville que je connaissais et que j'aimais. Donc il reste effectivement le portrait d'une ville, mais bon, au-delà, finalement, c'est aussi le portrait de la société américaine de cette époque-là. Et on va terminer alors par une photographie qui s'appelle Enfant dans l'escalier de secours, et qui a été prise en 1941. Et Woody, il a fait beaucoup de photos qui sont liées au thème du sommeil. Donc là, on voit des enfants qui utilisent les escaliers de secours pour dormir pendant les nuits chaudes de l'été. Woody l'a fait quand il était gamin. Et alors voilà, bon, je pense que je vais conclure là-dessus parce que on peut peut-être faire le parallèle entre l'attitude du sommeil et puis le spectacle de la mort. Voilà, est-ce qu'un mort et un dormeur sont aussi différents que cela? Voilà. Ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, vous les gardiez au chaud pour la semaine prochaine. Et puis on prendra un temps d'échange la semaine prochaine. D'accord.